Parashat Bamidbar Tafshin Pe Dalet, le Shabbat avant Shavuot, donc proche de Matan Torah. Alors il y a marqué ici, Vaidaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinai Beoel Moed Bechad Lachodesh Hasheni. Le Boucha parlait à Moshe dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans le Mishkan, Be'echad, le premier jour, la Chodesh Hasheni du deuxième mois, c'est-à-dire le mois d'Iyar, Bashana Hashenit, la deuxième année, les Tzeta Meret Mitzraïm, les morts, quand ils sont de leur sortie d'Égypte, en disant c'est où être Rosh Koladat Ben Israël, Mishpechotam, lever littéralement la tête de tous les enfants, de toute l'assemblée des Ben Israël, ça veut dire compter les Ben Israël, les Mishpechotam, par famille, les Bet Avotam, maison paternelle, Ben Mispar Shemot, dans le nombre des noms, Kol Zachar, chaque personne de sexe masculin, les Gulgelotam par tête. Donc on va voir qu'on va faire un compte des Bnei Israël. Mi ben Esrim Shana Vama'ala, à partir de l'âge de 20 ans. Kol Yotse Tzava Be Israël, tout celui qui sort pour la guerre dans le clan Israël, c'est l'âge où ils étaient réquisitionnés pour l'armée. Tifkedu Otam, les Tzivotam, vous allez les compter par armée, littéralement. Ata Ve'aron, toi Ve'aron. Ve'itechem Iyu, et avec vous il y aura Ish Ish Lamate, Ish Ish les Rosh les Bet Avotam, vous. Il y aura un homme par tribu, un homme Rosh le Betaotav, chef de la maison paternelle, avec. Et on te dit, Veleshemot Anashim Asher Ya'amidou Etrem, voici le nom des gens qui seront avec vous. Les Rouven, etc. On cite tous les noms, Shilomiyen, Arshon, Ben Amidadav, etc. Et à la fin, on nous dit, Elekriwa Eda, Nesimatotam, Rachel, Ve Israël, M. Donc c'est clair que Moshe Rabbeinu, il devait s'entourer de chefs de tribu, de chef de maison paternelle, pour faire ce fameux compte des Bnei Israël. Et il ne s'agissait pas, que le chef de Rouven soit présent pour le compte des Rouven, le chef de Shimon pour le compte de Shimon, et ainsi de suite, mais les 12 étaient présents dans chaque compte. C'est-à-dire, on prenait tout le monde pour compter tout le monde. Alors, Rashi dit, c'est quoi Bamidbar Sinai? Mitor Chibatan Moné Otam Kolcha. Puisqu'ils sont chers aux yeux d'Hachem, il les compte en permanence. Kesheyasu Mitzrayim Manaan, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il les a comptés. Kshenaflu Baegel Menan, quand ils sont tombés dans la faute du veau d'or, il les a comptés. Les dames Minan Naonotarim, pour savoir combien il en restait. Et maintenant, Kisheba Lashchot Shrenato Betocham Menan, c'est ce troisième Minyan dont on parle maintenant. On parle qui veut faire résider sa Shrina dans le Kla Israël. Bechad Ben Nissan Ukam Mishkan, puisque le Mishkan a été érigé le premier jour du mois de Nissan, de cette fameuse année-là, et le compte en question dont on nous parle maintenant, c'est juste après, c'est le premier Iyar. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce minyan-là dont on nous parle dans la paracha de Bamidbar, c'est déjà le troisième compte en 2 ans depuis que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Il y avait un compte qui a été fait immédiatement après leur sortie d'Égypte. Il y a eu un deuxième, nous dit Rashi, qui a été fait après le Maaseh à Egel. C'était combien de temps le Maaseh à Egel? C'était environ 2 mois après la sortie d'Égypte. Et maintenant, on se trouve l'année d'après. On est le mois d'après, le moment où on a érigé le Mishkan. Et c'est à ce moment-là que on va les compter. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire les Mishpechotam? Rashi dit Da minyan kol shevet veshevet. Il ne s'agit pas simplement de connaître le compte de tous les Bnei Israël, combien ils sont globalement. Il faut savoir aussi chaque tribu, combien il y a de personnes à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot les mishpechotam. Le mot mishpacha, normalement, ça veut dire une maison paternelle. Mais ça peut être également, donc un bet av, c'est pas un shevet. Un bet av, c'est une famille. La famille Merari, c'est une famille. La famille truc, c'est une famille. Donc c'est beaucoup plus petit qu'un shevet. Et ça, c'est normalement le mot mishpacha. Mais on peut également utiliser le terme mishpacha pour un groupe de gens qui est plus grand, comme par exemple un shevet. Comme on dit dans la Megillah, mishpacha ou medina ou medina. Que ces choses-là, elles se reproduisent dans chaque famille, dans chaque pays. Les familles en question, c'est une sorte de tribu. D'accord? Et donc ici, on trouve ici la même chose, comme ça que Rashi explique le mot mishpechotam, c'est shevet veshevet, que ici il s'agit donc de tribus et pas de famille. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire les gulgelotam?
Alors Rachid dit Alidé Shkalim. Il faut faire le compte par des pièces qui seront de combien? Un machatzit shekel. C'est ça qu'on appelle Bekal et Gulgolet. C'est exactement la même chose qu'on avait trouvé ça dans Parashat Kitissa. Zeitenu kol haover ala pakudim. Machatzit shekel beshekel hakodesh. Donc quand Rachid dit Alidé Shkalim Bekal et Gulgolet, ça veut dire que ici, dans ce minyan, eh bien, il fallait également donner un machatzit shekel pour le compte. Bien que ce n'est pas mentionné ici le mot, la valeur d'argent, mais c'est pas simplement qu'on va passer dans les tribus et dire combien vous êtes, en étant, etc. Non, il faut que chacun donne un machatzit shekel, c'est comme ça qu'on fait le compte. Alors ensuite, qu'est-ce que ça veut dire Kol Yotse Tzava Israël? Rachid dit on apprend de là que personne ne sort à la guerre tant qu'il n'a pas atteint la majorité de 20 ans. La majorité pour la guerre, c'est pas 18 ans, c'est 20 ans. D'accord? Alors, Rachid, qu'est-ce qu'il veut expliquer ici? C'est que ici, il ne s'agit pas d'être militaire pour être compté. Quand on a dit Kol Yotse Tzava, ça ne veut pas dire les gens qui sortent à la guerre, on les compte et les autres, on ne les compte pas. Mais on nous a dit, compte-les à partir de l'âge de 20 ans, qui est l'âge réglementaire pour sortir dans les combats. Voilà, donc il s'agissait à l'époque de Milchemet Mitzvah, d'une guerre de Mitzvah, et les Israël, ils étaient confrontés à sortir en guerre et à aller accomplir cette Mitzvah. Pas comme à l'heure actuelle où les Bachori et Shiva sont entièrement quittes, exemptés de sortir faire les guerres, même si la guerre actuelle contre le Hamas, c'est aussi une sorte de Milchemet Mitzvah, puisque c'est une guerre de défense. On a été attaqué, on se défend, ça s'appelle une Milchemet Mitzvah. Mais à notre époque, les gens qui sont dans les yeshivot, ils sont entièrement pturim, puisqu'il y a d'autres qui peuvent le faire à leur place. Alors eux, ils doivent rester pour étudier. Ensuite, on a dit Ele Kiroué Aeda. Voici les gens qui sont convoqués dans l'assemblée, ceux qui vont être présents pour le compte. Rachid nous dit ce sont Anikraim, l'école d'Avar Chashivut chez Bad Eda. C'est quoi ces Kiroué Aeda? C'est les gens qu'on convoque à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important. Alors, il explique ici, l'expression Kreoeda ne veut pas dire qu'on a convoqué maintenant. Ils sont convoqués ponctuellement pour le compte et c'est pour ça qu'on les appelle Kiroua, Kiroua Pas du tout. C'est pas parce qu'ils viennent aider pour faire le compte qu'on les appelle l'équipe spéciale qui est convoquée pour le compte. C'est une convocation habituelle. C'est en général, de manière générale, ils sont convoqués pour tout ce qui est Hashivud, pour tout ce qui est important dans le minyan. Et c'est pour ça qu'on les a convoqués maintenant. Comme on voit marqué dans un passouk, ou Datan va Aviram, Kuré Aïda. Ce sont Datan et Aviram qui sont convoqués dans l'assemblée. Datan et Aviram, on ne leur a pas demandé de s'occuper du compte des Israël du tout. Alors qu'est-ce que ça vient faire l'appellation Kuré Aïda? Pourquoi des fois on les appelle Kuré Aïda? Les gens qui sont convoqués dans l'assemblée. Parce que la convocation en question, c'est des convocations honorifiques dans certaines circonstances qui n'ont rien à voir avec le compte ici. Ok. Donc Moshe, il a pris Anashim Aele, ces personnes-là, Shanikivu Beshmot, qu'on avait appelé nominativement. Alors Rachid dit c'est qui? C'est les 12 en question, qu'on vient de lui nommer maintenant. C'est-à-dire ne fait pas l'erreur de prendre qu'on a pris encore 12 autres personnes. C'est les fameux en question. Donc on nous a dit que les Bnei Israël, Vaïtial Ledou al Mishpechotam, ils se sont affiliés selon leur famille. Et Rachid dit là-dessus, Eviu Sifre Yehuseem, Aider Chasket Lidatan, Kol Echad Vechad Leitiaches la Shevet. Donc comment ils ont fait pour qu'on sache que celui-là est du Shevet Rouven, celui-là est du Shevet Shimon et ainsi de suite. Donc ils ont amené des livres d'affiliation et surtout des témoins de Cheskat Lidatan qui donnent l'affiliation de leur naissance chacun pour qu'on puisse dire qu'il fait partie de telle et telle tribu. D'accord? Parce que habituellement quand on compte les gens dans le cas Israël, comme on a expliqué, il donnait un Machatzit Shekel, indépendamment qu'il soit du Shevet de Reuven, Shimon, Yehuda, etc. Ici, c'est spécial. Ici, à part le fait qu'on veut savoir combien il y a de personnes, on veut savoir aussi combien il y en a dans le Shevet Reuven. Et combien il y en a de Shevet Reuven, ça veut dire combien de personnes peuvent prouver qu'ils sont nés de telle tribu et de telle famille. Et donc, ça, c'est en plus du compte. Il y a un truc qui s'appelle Veif Kedem, il les a comptés.
Mais il y a un truc, quelque chose qui s'appelle Vaitialdu al Mishpachotam. Ils se sont affiliés selon leur famille. Donc il ne s'agissait pas simplement d'amener de l'argent en disant voilà, à voter, à donner sa pièce et ça fait une personne de plus. On dit mais vous êtes de quelle tribu? Shimon, Yehuda, Issachar, il faut prouver. D'accord? Alors, il y a une tribu qui, elle, n'a pas été comptée maintenant. C'est quelle tribu qui n'a pas été comptée? C'est la tribu des Lévis. Comme il est marqué dans le pasouk, dans le même tête, il y a marqué Ach et mate Lévi le tifkod. Cependant, la tribu de Lévi, tu ne vas pas la compter. Alors là, la question se pose. Pourquoi la Torah, elle veut qu'il y ait une tribu qui ne soit pas comptée? C'est dommage si on compte tout le monde. Alors Rachid dit Kedai ou legion shel melech liot nimne levado. Non, puisque le Shevet Lévi, on appelle ça Légion Shel Meler, la légion du roi, ceux qui s'occupent du Mishkan, ceux qui s'occupent de la Avodat HaKodesh. Et donc il y a les Kohanim qui font bien évidemment partie des Lévi'im, puisque les Kohanim ça fait partie du Shevet Lévi. Donc tous ces gens-là, on ne va pas les compter à partir de 20 ans, on va leur faire un compte à part, on va voir qu'ils sont comptés à partir d'un mois. Et pourquoi on ne leur fait pas les mêmes critères? C'est pas parce qu'ils doivent être comptés à partir d'un mois qu'on ne les compte pas avec ceux de 20 ans. C'est parce qu'on veut les compter à part qu'on leur a donné un âge différent pour le compte. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut les compter à part? Rachid dit parce que ils méritent un traitement de faveur, étant donné qu'ils sont la légion du roi. Donc ils n'ont pas besoin d'être comptés avec tout le monde. On va les compter à part. C'est comme ça, c'est un kavod. Après, Rachid dit un deuxième chat, Davar Acher. Si pas Kadosh Baruch Hu Shaetida la mot zera al kol animnim uben esrim shana v'ma'ala. Là, c'est déjà beaucoup plus en profondeur. Hachem, il savait qu'il allait y avoir un décret qui allait frapper et toucher ceux qui avaient été comptés à partir de 20 ans. Et c'était quoi le décret? C'est qu'ils devaient mourir dans le désert. Alors, Akash Baruch Hu a dit Aliyu elu biklal, les filles Shem chez les. Ceux-là, ils ne doivent pas être dans ce compte des 20 ans. Chez l'Otaou Ba'egel. Parce qu'eux, ils n'ont pas fauté, ils n'ont pas été dans l'erreur au moment du veau d'or. Or, puisque le décret en question des Meraglim, que les gens qui avaient été avec les explorateurs, ils ne devaient pas rentrer en Eretz Israël, c'était l'addition de deux fautes. C'était le fait d'avoir fait, premièrement, la faute des explorateurs, deux, la faute du Hegel. L'édition de ces deux avérotes faisait en sorte qu'ils ne pouvaient plus rentrer en Eretz Israël. Alors, ceux qui n'avaient qu'une erreur sur les deux, et qui n'étaient pas responsables dans la faute du Hegel, eux, ils n'avaient pas besoin d'être inclus dans ce décret de devoir mourir dans le désert. Et donc ils sont passés à l'as, ils ont été écartés de ce décret. Après il y a marqué Vatav Kelet Elvim. Et ensuite il faudra les compter, ces fameux Lévi'im, mais de manière différente. Qu'est-ce qu'ils font les Lévi'im? Ce sont eux qui montent le Mishkan, c'est eux qui démontent le Mishkan. Et il faut qu'on sache combien ils sont pour cette fonction-là. Comme il rapporte Rashi sur le Pasuk Nun Aleph, Yoridu Oto, Keshebaim Nisa Bemidbar, Memasa Lemasa, Yumefarkim Oto, Meakamato. Quand il devait voyager dans le désert d'une étape à l'autre, alors il le démontait de ce qu'il était monté, et il le transportait jusqu'à l'endroit où le Hanan se posait, la nuée se posait, ça veut dire qu'il fallait s'arrêter là-bas. Et donc c'était l'endroit où le campement allait se réinstaller, et c'est là-bas qu'on réinstallait aussi le Mishkan. Donc c'est ça la notion de Yoridu Oto, qui est marqué dans le pasuk. Ça veut dire quoi Yoridu Oto? Ça veut dire ils le démonteront. Le faire descendre, ça veut dire le démonter. D'accord. Alors quand il s'agit de monter le Mishkan, on n'a pas dit Ya'alu Oto. Ils vont le faire. Il n'y a pas le mot monter comme en français, faire monter. Il y a le mot Yakimu, parce qu'on dit ça se dit Yakimu. Mais puisque là-bas l'opposé de Yakimu, c'est Yoridu, donc ça veut dire que Yoridu, ça veut dire démonter. D'accord. Et on a dit qu'un étranger n'a pas le droit de s'occuper avec les Lévi'im dans la Avoda de monter le Mishkan ou pas. Comme Yaktora, elle va dire un peu plus loin, Bazar Akarev Yumat. Si un étranger s'approche, il mourra. Ça veut dire quoi il s'approche? Hachi dit la Avodazu. Celui qui va s'approcher pour faire cette Avoda. Alors, comme il y a marqué Akirevim, Nesheret et Hashem, dans Yecheskel. Alors celui qui s'approche pour faire cette avoda, il est chayav mita. Ça veut dire quoi il est chayav mita? C'est pas le bedin qui va le tuer, mais il est chayav mita bidé shamaï.
comme la Mishnah a dit dans Sanhedrin, dans le Perek Aleph, Zar Sheshimesh Bemikdash, si un étranger a fait la avoda dans le Beth Amikdash, quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui n'est pas Lévi, alors Rabbi Akiva il dit Bechenek, Rabbi Akiva il dit c'est le Bedin qui doit lui faire la strangulation, mais les Chachamim ils disent Bidé Shamaim. Et les Gemara le rapporte dans Pei d'Aleph, là-bas toujours dans Sanhedrin, Tania Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel il a dit, n'est marqué ici Vazar Akarev Yumat, que l'étranger qui s'approche doit mourir. Il y a marqué un peu plus loin Kol Akarev le Mishkan Hashem Yimot. Tout celui qui s'approche du Mishkan, il va mourir. Là-bas, on parlait de Bidé Shamaim. Alors, ici aussi, ça parle de Bidé Shamaim. Point. Ensuite, on va voir que ce compte, il est fait aussi d'après des dégalim. En tout cas, la manière dont les Bnei Israël ils vont camper, par rapport à un repère de drapeau autour du Mishkan. C'est-à-dire, on va expliquer dans Bamidbar qu'il y a 4 drapeaux, 4 endroits où résider par rapport au Mishkan. Et donc, chaque drapeau va contenir 3 tribus, qui elles aussi disposent de son drapeau. Mais il y a un drapeau global pour chacun des 3 tribus. Ok. Alors, Rachid explique sur le mot Beotot, dans le Perek Bet, que chaque tribu, c'est-à-dire avait un drapeau qui était dessiné, qui était coloré à ses couleurs à elle. Et la couleur d'une tribu, c'est-à-dire le motif d'une tribu, n'est pas comme le motif d'une autre tribu. Chacun, il avait une couleur qui correspondait à sa pierre précieuse qui était fixée dans le rochen, qui est le pectoral. Comme ça, chacun pouvait facilement reconnaître son drapeau. S'il sait que sa pierre à lui dans le rochen, elle est verte, il sait que son drapeau, il doit être vert. Si c'est bleu, et ainsi de suite. Alors ici, tout ça c'est pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot otot. Pourquoi on appelle ça otot, des signes. Rachid dit c'est quoi le signe? C'est que c'est la même couleur que la pierre. Donc c'est un signe pour se rappeler quel est son drapeau. Deuxième chat, c'est quoi otot? Ça veut dire les signes que leur a transmis Yaakov à Yaakov. Lorsqu'ils l'ont transporté d'Égypte, il avait dit telle tribu à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest pour le porter son cercueil. Alors, ils ont fait ses enfants comme lui, il avait demandé. Et donc maintenant, ils savent déjà comment se positionner. Quelle est leur place par rapport à un élément central. Ici, l'élément central, ce n'est plus le Haron de Yaakov Avinu, mais c'est le Mishkan lui-même. Et ils savent quand même se positionner par rapport à ça. Ok. Ensuite, la Torah, elle donne la manière de se déplacer dans le Mishkan. Lorsqu'on sonne des trompettes, ou lorsque la nuée s'en va, ça veut dire que c'est un siman comme quoi les Bnei Israël vont voyager. Alors, les Kohanim, maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sonnaient des trompettes, Hatzrotzrot, ça s'appelle. Et à ce moment-là, le premier campement qui va bouger, c'est le campement de Yehuda. Parce qu'il y a comme marqué dans la Torah, Rishona Yisaou. Et quand on dit qu'ils voyagent en premier, c'est pas qu'ils prennent l'initiative de dire, puisque c'est nous qui voyageons en premier, alors on y va. Non. C'est lorsqu'ils voient que le Hanan se déplace, alors ils doivent être les premiers à prendre le départ. Donc il y a 2 tribus qui vont se mettre en marche. D'abord Yehuda, ensuite celle qui le suit. Et après l'Ohel Moed de Mishkan, il va se mettre en marche. Et ensuite les autres tribus aussi. Voilà. Donc on voit que les Bnei Israël, ils étaient dans le Midbar avec, comment dirais-je, ce positionnement exceptionnel qu'on appelle les dégalim. Dégalim, ça veut dire ce positionnement par drapeau autour du Mishkan. Chacun a sa place, chacun a son lieu dans le campement. Et le Midrash il dit que les Goïms étaient extrêmement jaloux de ce positionnement. Comme il y a marqué, Mizot Anishkafa Kamoshacha. Qui c'est qui se présente comme l'aube, comme le lever du soleil, Yaf Barak Kahama, Yafa Kalebana, etc. Comment on appelle ça,
les dégalim, ces positionnements que Akadosh Baruch Hu a donnés autour du Mishkan, c'est une chose qui suscitait de l'envie, de l'engouement, de la jalousie de la part des goyim. Et au plus que ça, ils voulaient empêcher les Bnei Israël de rester dans cette position-là. Ils leur ont dit Chouvi, Chouvi, Ashulamit, Chouvi, Chouvi, Venechezeba. Ne restez pas dans vos campements, venez chez nous et on va vous donner des fonctions élevées. On va vous mettre ministre, on va vous mettre député, on va vous mettre ce que vous avez envie. L'essentiel, c'est que vous abandonniez ce positionnement par rapport au Mishkan, tellement ça les dérangeait. Et les Bnei Israël, ils répondent Ma techezu bashulamit kim cholat amachanaim. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous proposer à nous, le clan Israël qui s'appelle la Shulamit, comme cette fameuse danse des campements? Qu'est-ce que vous avez comme argument, comme alternative à nous proposer par rapport à ça? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les goyim, ils ont dit on a bien compris qu'il y a ici une notion de respect, de kavod. Si on vous a positionné par rapport au Mishkan, c'est un positionnement honorifique. Là, comme on parle à des visites des présidents qui arrivent pour le débarquement, si on dit quelqu'un, toi tu vas être à la droite du président des États-Unis et toi à la gauche, oula, c'est honorifique. C'est pas tout le monde qui a le droit d'être à cette place-là. Donc ici, on a mis les clés d'Israël par rapport au Mishkan. Il y a celui qui est à droite du Mishkan, à gauche du Mishkan, à l'est, à l'ouest, etc. C'est un positionnement par rapport au Aaron à Kodesh, par rapport au Luchot, par rapport au Machane Shrina. C'est un positionnement de Kavod. Alors les Goïms, ils savent bien que pour rivaliser avec ça, ils doivent proposer aussi des fonctions honorifiques. Tu vas être préfet, tu vas être député, etc. C'est quelque chose qui est censé apporter aussi une situation de prestance. Et sur ça, les Bnei Israël, ils disent, mais qu'est-ce que vous plaisantez avec nous? Ma techezu bashulamit kim cholat amachanaim. Quelle prise d'honneur et de kavod vous pouvez nous proposer qui soit comparable, qui ait la même valeur que le fait d'être les voisins de la Shrina? Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est comme si quelqu'un, on lui dit, toi tu es, je sais pas moi, tu es un ministre, bon alors quitte ta fonction de ministre et tu vas être à la droite du balayeur. Je n'ai à faire d'être à la droite du balayeur. Bon alors à la gauche du balayeur. Le balayeur en soi, c'est pas un honneur. Donc les fonctions, soi-disant pseudo-honorifiques que les goïms y passent, de dire voilà gouverneur, ministre, député, etc. Pour nous, ça n'a aucune valeur. C'est juste une fonction, comment dire, un travail de devoir s'occuper, d'aller traîner dans les inaugurations, dans les poses de première pierre, de couper des rubans, etc. Ok, c'est un pseudo-kavod, soi-disant, toi, t'as l'honneur. C'est comme les gens quand il y a une Brit Mila, on n'a pas pu leur donner Sandak, parce qu'il méritait, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait tenir le bébé. Après, on veut leur donner Sandakaout Shenia, ça veut dire juste, ils tiennent le Amida les brachot, ça s'appelle. Ils tiennent le coussin avec le bébé pendant qu'on dit les brachot. C'est un petit peu moins honorifique. Et puis pour ceux qui restent et qu'on n'a rien pu leur donner, alors on leur donne Amida la Seouda. C'est eux qui tiennent le bébé pendant le repas, pendant que les autres y mangent. Donc c'est se moquer d'eux. D'accord? Là aussi c'est la même chose. C'est lui qui va venir, il va couper le ruban pour inaugurer la flamme olympique, tout ça. Qu'est-ce qu'il y en a à faire? C'est quoi ce kavod à 2 francs 50? Par contre, se positionner par rapport au Mishkan et avoir un makom kavua, une place fixe dans le déplacement des campements qui sont autour du Mishkan, qui est comment on appelle ça, l'endroit où réside Meler Malchei Melachim, le roi des rois, qui a tout créé, qui est le maître de l'univers. Rester autour de ça et avoir une shaykhut à ça, avoir un rapport, un lien à ça, hein, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et c'est ça que la Torah, elle a voulu souligner, en disant, voilà, maintenant on va faire un compte, on va compter les Bnei Israël. C'est pas qu'on va prendre des gens, on va leur dire, voilà, vous êtes honorés d'être autour du Mishkan. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'on va donner à chacun une itiarsout, une affiliation exacte qui fait partie du Shevet Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Chacun il va avoir un drapeau en rapport avec la pierre précieuse de sa tribu qui a une couleur particulière sur le Choshen. Là-bas aussi, la Torah, elle a tenu à sanctifier, à mettre l'accent sur le fait qu'il y a une pierre par tribu, par Shevet. Parce que la notion de Shvatim,
c'est une notion extrêmement importante. On a vu qu'Yaakov Avinu, lorsqu'il a fait un chalom, là-bas le fameux rêve de Yaakov, alors il avait mis 12 pierres, et ensuite elles sont devenues une seule. D'accord? Elles se sont toutes réunies sous sa tête. Donc ces 12 pierres, c'était une allusion aux 12 enfants qu'il allait avoir, les 12 Shvatim, et qui allaient s'unir dans une volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, d'être chacun les membres d'un grand comité de 12 personnes qui sont là pour donner naissance à chacun des branches du clan Israël, qui chacun sont une descendance, une lignée qui vient de Yaakov Avinu. Alors moi, je ne sais pas pourquoi il fallait qu'il y ait 12 et pas 14 ou 16. En attendant, Kaviachol HaKadosh Baruch Hu, il avait prévu dans son plan qu'il y avait Shalosh Avot, 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais ensuite, il y allait avoir comment on appelle ça, des branches de famille qui allaient descendre, et ces branches, c'est au nombre de 12. On a vu avec Léa et Rachel, etc., que Léa, elle a prié pour que l'enfant qu'elle devait avoir, qui devait être Yosef, ça s'est transformé en Dina. Comme ça, Rachel, elle pouvait donner naissance à Yosef. Parce qu'elle savait qu'il n'y aurait pas plus de Shvatim que prévu. C'était prévu 12, c'est 12. Un point, c'est tout. D'accord? Donc ça, c'est un Mispar Kodesh. C'est un Mispar spécial. Et donc, le positionnement par rapport au Mishkan, c'est un positionnement de tout le clan Israël, certes, mais par tribu. Et pour savoir qui fait partie de quelle tribu, donc on fait un compte exact, et ensuite on sait exactement dire à chacun, toi ne te trompe pas, tu es bien du Shevet Reuven et tu n'es pas du Shevet Yehuda ou Shimon. Et maintenant ta place par rapport au Mishkan, elle est à tel endroit. Parce que puisqu'il y a une relation tellement forte entre le Mishkan et chaque tribu à proprement parler, c'est-à-dire pour la Shevet de Yehuda, de Issachar, etc., il y a une place bien précise, comme Yaakov Avinu. Il a nommé les enfants pour porter son cercueil, c'est pas au hasard, il n'a pas dit mettez-vous comme vous pouvez. Celui qui veut à droite, celui qui veut à gauche, à gauche. Non. Rouven, il doit être à tel angle, Shimon, il doit être à tel angle, Yehuda, il doit être à tel angle. Il y a un positionnement qui est, selon les secrets de la Torah, en rapport entre d'un côté la dimension de Yaakov et de la dimension de ses enfants qui sont les Shvatim. Pareil, le Mishkan, qui est central, parce que Yaakov, il avait une Kedusha absolument exceptionnelle. C'est lui qui a planté les cèdres, il leur a donné pour faire le Mishkan, etc. Il avait un Kesher, il avait un lien avec le Mishkan. Donc maintenant, le positionnement de chaque tribu, il va être en lien direct avec ce Mishkan. Et donc, c'est plus simplement comme on avait cru comprendre au départ, que on a dit celui-là il est à droite du président, celui-là il est à gauche du président. Non, on dit attention, celui qui est à la droite, c'est celui qu'on appelle le bras droit. Ça veut dire c'est pas par hasard. Si on l'a mis à cet endroit-là, c'est qu'il a un relationnel plus important avec l'autorité et l'autre moins. Donc Aviachol, dans les Jvatim, chacun selon le Shefa, selon la volonté qu'il a d'être réceptacle de la Shrina, il a un potentiel plus ou moins grand de réception de la Shrina, qui lui permet de se positionner plus ou moins à droite, à l'est, au nord et au sud, etc. Et c'est ça que la Torah elle a voulu souligner ici, qu'il y a une relation intime entre chaque tribu en tant que Shevet et le Mishkan lui-même. Et c'est pour ça que le déplacement, il ne se fait pas non plus au hasard. Il y a deux tribus qui partent au départ, ensuite il y a le Mishkan, ensuite il y a telle et telle tribu qui avance, etc. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'ils avançaient comme une boîte ou comme une poutre? Est-ce qu'ils étaient en file indienne ou est-ce qu'ils étaient dans le même positionnement que le Mishkan? Surtout si on dit qu'ils étaient dans le même positionnement que le Mishkan, donc ils avancent comme un crabe, comme ça, comme une position très, très figée, qui est de garder le yachas, de garder le lien qu'il y a par rapport au Mishkan, aussi bien quand ils sont en situation statique que quand ils sont en situation de déplacement. Et ça doit être la constante d'un juif, d'un Ben Israël à chaque moment, de savoir que lui, il est relié au Mishkan et il fonctionne par rapport au Mishkan. Al-Pi Hashem Yichanu, Al-Pi Hashem Issaou. Sur l'ordre d'Hachem, il campe, sur l'ordre d'Hachem, il voyage. La fameuse Gemara qui dit dans Shabbat que normalement, comment on peut apprendre la Melacha de Bonnet et de Soter à partir du Mishkan, mais pourtant dans le Mishkan, quand on démontait, c'était pour reconstruire à un autre endroit.
Or, la mélacha de binyan, c'est quand on détruit pour construire au même endroit. Ça veut dire, si quelqu'un il casse quelque chose, c'est mécalquel, il n'est pas tour. Quand est-ce qu'on dit que ça s'appelle sauter? C'est une mélacha. C'est lorsqu'il est en train de casser ici pour reconstruire ici. Donc c'est pas une destruction, c'est une préparation de construction. Mais s'il détruit ici et qu'avec les cailloux il va aller reconstruire ailleurs, c'est stam, il a cassé quelque chose, il n'est pas chayav. Donc la Gemara a dit je comprends pas. Comment tu peux apprendre que pour être chayav dans le Mishkan, enfin du moins dans Shabbat, il faut avoir l'intention de reconstruire au même endroit. Pourtant, lorsqu'on démontait le Mishkan, c'était pas pour reconstruire au même endroit, mais c'était pour reconstruire à un autre endroit, puisqu'on voyageait et on se déplaçait. Réponse de la Gemara, hein. Puisque tout se fait sur l'ordre d'Hachem, c'est comme si c'était exactement au même endroit. L'ordre d'Hachem, c'est une constante. Qu'on soit ici ou qu'on soit ailleurs, il n'y a aucune nafkamina. On est là où Hachem veut qu'on soit. Donc si Hachem il nous demande de reconstruire ailleurs, ce ailleurs, c'est comme le ici. C'est l'endroit où la Gdusha, elle a sa place dans le monde l'instant d'après. Donc pareil, n'importe quel Ben Israël, lorsque il fait un déplacement dans sa Avodat Hashem, quel qu'il soit, que ce soit un déménagement physique, il habite à droite, il habite à gauche, ou il fait son alia, ou simplement il change de kollel, ou de Beth Midrash, ou il agrandit sa famille, ou je ne sais quoi, chaque fois qu'il va faire quelque chose, ça doit toujours être en relation avec la Torah, avec sa Avodat Hashem. Il va déménager parce qu'il va se rapprocher d'une école pour que ses enfants ils puissent être scolarisés dans une école juive. Il va déménager parce qu'il veut être à côté d'un Beth Midrash et prier avec son rave. Il va déménager parce que son travail lui demande de se trouver dans une région où il n'y a pas de restaurant cachère et lui il veut un restaurant cachère pour pouvoir manger et ainsi de suite. Quelle que soit la motivation, il faut que chacun des déplacements et des mouvements d'un juif soit lié au Kesher Pnimi, au lien qu'il a avec la Torah et avec le Mishkan. Et même s'il ne se déplace pas du tout et qu'il ne déménage pas et qu'il reste chez lui, il y a de toute façon ce même lien qui est le Yesod, le fondement de sa relation avec Hachem par le biais du Mishkan, en ce sens où il est lui-même un Mishkan. Lui-même, il est quelqu'un qui est à un endroit où Akadosh Baruch Hu va résider dans sa personne, parce qu'il étudie la Torah, et que la Gemara dit que même une seule personne qui étudie la Torah, Hachem, il est présent avec lui. Donc s'il se sent cette relation de Mishkan, donc il peut faire aucun déplacement sans être lié à son shoresh, à sa racine de Mishkan. Et c'est quoi sa racine de Mishkan? C'est son limud Torah, qui fait de lui un réceptacle de la Shrina. Sans limud Torah, il n'est pas réceptacle de la Shrina. Comment il a dit Rav Yitzhak Yosef, il leur a dit, je sais pas, il y a eu 13 000 missiles qui ont été jetés de toutes parts sur Israël, il n'y en a pas un qui est tombé. Vous savez, vous croyez que ça s'est fait tout seul? C'est parce qu'il y avait des Bachorim qui étudiaient dans les yeshivot, des Avrechim, dans les Kolélim. C'est eux qui ont protégé le Klal Israël. C'est une protection permanente par le biais du Limud à Torah qui est Magen, qui amène une protection aussi bien sur la personne elle-même que sur le reste du Klal Israël. Donc quand la personne elle est consciente de cet état de Mishkan qu'il a, que c'est lui qui fait en sorte que la présence divine réside sur le monde, par le fait qu'il accède à un cours de Torah, par le fait qu'il a toujours ses pensées dans le limoud, de savoir comment on va étudier ci, comment on va étudier ça, tout ça, ça crée en lui une dimension de Mishkan, qui fait qu'ensuite il y a un positionnement par rapport à ce Mishkan, comme chaque tribu était positionnée par rapport dans le campement, lui aussi il est positionné par rapport à la Torah. Et la même dimension que les Bnei Israël y répondent au Mot Haolam, Ma techezu bashulamit kimcholat amachanaim, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme honneur, comme fonction, comme étude, comme diplôme, qui puisse correspondre à l'honneur qu'on a d'être les voisins du Mishkan? Chacun peut se le dire à lui-même. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme honneur, quoi que ce soit une commémoration, un match de sport ou un Jeux olympiques ou n'importe quoi? Qu'est-ce qui a une valeur quelconque pour déplacer son esprit ailleurs que dans le contact intime avec Hachem qu'un homme peut créer au travers de son étude de la Torah? Donc ça, c'est un petit peu la leçon de la parashat Bamidbar et qui nous servira de préface par rapport à Matan Torah où il y avait Shushatim et Akbala, où chacun il doit reconnaître sa place, ne pas trop s'approcher pour connaître la valeur de la Torah, savoir la respecter, savoir garder ses distances par rapport à elle. Parce qu'une fois qu'on connaît la valeur de la Torah, parce qu'on a pris son positionnement par rapport à elle, alors ensuite, une fois qu'on la reçoit, elle devient partie intégrante de notre vie
Et tout ce qu'on fait se positionne, c'est mityaches, il y a une relation, il y a un lien avec cette Torah que l'on reçoit, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom et Kol Tov.